Allez, on va commencer. Hop. Donc bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Nous allons durant une trentaine de minutes vous montrer ce que l'on peut faire avec de l'informatique décisionnelle au bloc opératoire pour vous aider donc à prendre des décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles. On va donc commencer par une petite explication de ce qu'est l'informatique décisionnelle. Donc en synthèse, il s'agit de l'ensemble des technologies qui permettent d'analyser les données pour prendre des décisions. Elle est très efficace à l'hôpital pour décider sur donc la prise en charge des patients, la bonne allocation des RH, l'optimisation des processus, développer de nouvelles méthodes ou créer de nouveaux services. Grâce à l'informatique décisionnelle, on va réussir à mieux décider et plus vite, et en plus de ça, donc en ayant l'adhésion du plus grand nombre. On a un regard objectif sur les processus, on pilote mieux et de manière plus réactive les plateaux techniques. Et finalement, on arrive à mieux identifier, enfin, à identifier plus finement, rapidement et précisément les signaux faibles qui sont finalement des sources de rentabilité. Alors, donc l'informatique décisionnelle, est-ce qu'elle est faite pour vous? On va vous inviter à vous poser quelques questions pour savoir si c'est donc, si cette méthode aurait du sens pour vous. La première chose qu'on peut se demander, c'est, si vos indicateurs ont évolué depuis 3 ans. Si c'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'il y a pas de prise de décision suite à la production de vos indicateurs, ou alors que vos chiffres ne sont pas acceptés en conseil de bloc ou auprès des opérateurs ou des anesthésistes, ou peut-être que vous avez, changé trop régulièrement de méthodologie. Ou alors, bah, c'est peut-être aussi que vous avez un niveau de performance qui est déjà excellent, auquel cas, il n'y a pas forcément d'intérêt d'aller plus loin. À quoi servent vos indicateurs? Est-ce que vous savez qui les consulte, qui les consomme, qui prend des décisions avec? Est-ce que les chirurgiens et les anesthésistes y ont accès? Est-ce que les infirmières sont au courant des niveaux de performance que vous avez au bloc opératoire? Puis finalement, vos indicateurs, ils sont utilisés durant les réunions de régulation, les copiles, les CODIR ou alors uniquement au conseil de bloc? C'est des petites réflexions qu'il faut avoir pour savoir, bah, dans quel sens en fait, on pourrait améliorer la prise de décision au bloc opératoire. Vous faites des indicateurs, alors certes, mais finalement, est-ce que vous arrivez à régler vos problèmes au bloc? Est-ce que vous arrivez à changer les choses? Est-ce que finalement, vos indicateurs sont là pour faire plaisir aux instances? Est-ce que la diffusion permet à chacun de s'impliquer sur un programme d'amélioration continue? Et enfin, on a une conciliation un peu plus complexe, alors qu'on retravaillera par la suite, mais c'est de savoir si vous vous assurez de comptabiliser l'ensemble des interventions assurées par l'équipe de la vacation, y compris les interventions réalisées dans une salle différente de celle où la vacation était prévue. C'est un peu tordu, la formulation est un peu complexe, donc on reviendra dessus, mais c'est dans l'idée de savoir si je suis capable d'identifier qu'une intervention délocalisée dans une autre salle doit être attachée à une certaine vacation. Auquel cas, on ne sera pas capable de calculer correctement un taux d'occupation de vacation. Donc on reviendra sur cette question par la suite, rassurez-vous. Donc, décider au bloc opératoire, nous, ça fait 10 ans qu'on le fait, qu'on accompagne nos clients sur le soutien à la prise de décision à travers notre outil Performance Block, mais pas seulement, c'est également à travers notre accompagnement et notre coaching. Et décider, ça va être quoi? C'est finalement, alors c'est pas que c'est simple, mais ça peut se résumer en 8 étapes. La première va être, bien entendu, d'identifier le problème, puis d'identifier les critères, donc quelles sont les règles ou méthodes qui seront importantes pour résoudre le problème. Suite à quoi, on va chercher à développer une alternative. Cette étape, elle va consister à être capable d'obtenir et de présenter toutes les alternatives envisageables pour résoudre correctement le problème. Puis vient la période d'analyse des risques et des stratégies, alternatives. Donc le responsable de la prise de décision doit étudier avec soin tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut proposer, et donc les points forts et les points faibles de chacune d'elles vont être mis en évidence clairement. On va faire donc le choix par la suite de l'alternative. Donc pour appliquer cette décision, il faut aussi qu'on soit capable de la communiquer aux personnes concernées et qu'on ait leur engagement vis-à-vis de celle-ci. Une fois que ce sera choisi, on pourra enfin la mettre en place. Et donc, il va falloir évaluer l'efficacité de la décision. Donc savoir le résultat qui a été obtenu et puis donc, bah, vérifier si le problème a été complètement corrigé ou non. Et si c'est pas le cas, repartir sur une identification des problèmes. Une fois que ces 7 premières étapes ont été faites, on va pouvoir en faire une synthèse. Donc la décision, elle est jamais figée et donc elle sera amenée à être modifiée au fil de la phase d'exécution. Et donc, pour que cette décision finalement reste aussi intacte que possible,
faut prendre en compte en fait, trois choses. Donc, que le travail doit être optimisé, le temps accordé à chaque tâche doit prendre en compte aussi les imprévus et enfin, la décision et sa mise en œuvre doit être facilitée au maximum. Pour aider les établissements à pouvoir décider sur un bloc opératoire, nous, on a fait le choix de créer une méthode en 5 étapes, sur la partie du bloc opératoire, on s'entend. Donc ces 5 étapes, la première va consister à consolider et fiabiliser les données sources. Donc on va chercher à corriger donc sur un recueil d'informations, généralement on a entre 5 à 15 d'erreurs. Ces erreurs, ça peut être des problèmes de chevauchement, de chronologie, d'exhaustivité. Donc on aura un système expert depuis une solution d'informatique décisionnelle qui va permettre d'automatiser cette correction ou en tout cas de faire ressortir les erreurs ou atypies. Et la deuxième phase en fait de cette fiabilisation va consister justement à identifier la petite information dont on parlait tout à l'heure qui est délocalisée pour la rattacher à la bonne vacation afin de pouvoir faire des bons calculs sur finalement le bon usage ou le mauvais usage de ces ressources humaines. Une fois qu'on a fait cette première passe, on peut alors produire des indicateurs métiers qui seront, on dit presque souvent irréfutables, mais en tout cas acceptés par l'ensemble des acteurs du bloc opératoire. Donc nos indicateurs métiers, bien entendu qu'on va se concentrer sur, tout ce qu'a pu nous proposer la littérature, ANAP jusqu'à présent, mais on va aussi vous proposer des indicateurs qui sortent un peu du lot, avec encore une fois des choses qui vont être orientées sur l'analyse RH et activité, avec des taux d'activité en vacation, des taux d'activité ressources et des taux d'occupation de vacation, par exemple. Ces indicateurs, on les a, mais est-ce que je suis, assez affûté pour pouvoir me situer? Donc on va vous proposer, ou alors vous allez faire vous-même, de vous évaluer dans un référentiel. Ce référentiel, c'est effectivement donc, les quelques campagnes benchmark que vous avez pu faire, mais, on vous propose à travers donc une solution d'informatique décisionnelle, de vous comparer finalement à d'autres établissements. Si je prends par exemple une spécialité, je peux la comparer avec, un panel, d'établissements représentatifs qui auraient la même spécialité, sur le même niveau d'intervention, par exemple, pour voir comment est-ce que je me situe par rapport à cet établissement-là. Une fois qu'on a fait ces 3 premières étapes, on a de la donnée qui est intéressante, qui est consultable et qui est exploitable. Ça serait dommage de la garder pour soi. L'idée, c'est de la diffuser au plus grand nombre, selon finalement leurs priorités, leurs problématiques et leurs préoccupations, afin qu'ils puissent la consommer eux également, avoir un regard objectif sur le bloc opératoire et vous aider à prendre des décisions ou alors en prendre eux-mêmes de leur côté. Et donc, c'est ce qui permettra effectivement d'arriver sur la dernière étape qui va consister à améliorer l'organisation. Donc, on vous accompagne là-dessus pour justement vous aider à prendre de bonnes décisions. On va revenir donc sur la petite question qui a été compliquée. Donc, je la répète. Vous assurez-vous de comptabiliser l'ensemble des interventions assurées par l'équipe de la vacation, y compris les interventions réalisées dans une salle différente de celle où la vacation était prévue? Alors, on a un schéma de vacation avec 4 salles. On va faire un focus uniquement sur les vacations d'orthopédie, donc de 8 heures à 18 heures et celles de 8 heures jusqu'à midi. Donc, on a simplifié les choses en dessous. On voit qu'on a une première intervention d'orthopédie qui a eu lieu de 1 heure du matin jusqu'à 3 heures et demie. C'est de la permanence des soins, c'est certes de l'orthopédie, mais ce n'est pas rattaché au TVO d'orthopédie, c'est du hors TVO. À 7 heures du matin, j'ai un chirurgien qui commence à intervenir sur le bloc, en salle 1, en orthopédie. Il travaille jusqu'à 9h30. Cette intervention doit effectivement être attachée au TVO d'orthopédie, à rien de bien sorcier jusqu'à présent. On voit ici qu'on a une intervention de viscérale qui s'est intercalée sur mon programme, en salle 1, pour une raison que j'ignore. Voilà, un travail de régulation a été fait, certainement, nécessaire, par le cadre, ce qui fait que ça va décaler un petit peu mon programme. Donc j'ai la suite du programme d'orthopédie qui commence à 11h30 et qui finit à peu près à 20h, qui suit finalement le programme attendu. On aura un petit peu de débordement de l'ordre de 2 heures à partir des 18h, de 18h à 20h. La question qui se pose, c'est que c'est cette intervention qui a eu lieu en salle 4. On a réussi à identifier que c'était l'orthopédie. Mais je dois la rattacher où? Comment est-ce que je fais pour l'intégrer dans mes calculs quand je vais faire un indicateur? Bien souvent, quand vous utilisez un fichier Excel ou quand vous faites vos exports depuis vos logiciels de bloc, cette intervention, elle n'est pas identifiée. Elle rentre en fait dans aucun calcul, éventuellement dans un calcul d'occupation de salle, mais vous n'allez pas en faire grand-chose. Nous, on aura un système expert sur notre solution qui va permettre d'identifier que cette intervention doit être attachée, non pas au TVO d'orthopédie qui est en salle 3, mais bel et bien au TVO d'orthopédie de 8h à 18h. Ce qui va considérablement changer finalement le calcul. Si on ne l'avait pas intégré à ce calcul, on aurait eu un taux d'occupation de vacation
relativement honnête, aux alentours de 70%. Là, on atteint quasiment 90%. Donc c'est ce qui va vous permettre finalement, durant un conseil de bloc, d'avoir l'adhésion de vos collaborateurs. Les chiffres ne seront pas réfutés et donc on n'aura pas ces classiques discussions stériles durant 1 heure pour savoir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est juste ou ce qui est faux. Donc ça, on va vous le présenter dans la plateforme par la suite. On va arriver donc assez tranquillement et rapidement sur la démonstration de performance bloc pour montrer comment est-ce qu'une solution en fait, d'informatique décisionnelle permet donc de changer les choses sur la prise de décision. On a fait un focus sur quatre thèmes. Le premier, c'est donc l'intégration des données selon des sources multiples. Le deuxième, donc comment fiabiliser en quelques clics et donc de manière experte. On va vous montrer les tableaux de bord, ce qu'on en fait, comment on les commente, comment on les construit, comment est-ce qu'on forme une question dans un cube décisionnel et comment est-ce qu'on va pouvoir partager l'information. Alors, hop, je suis allé trop vite, c'est pas encore la fin, ne partez pas. On va aller sur Performance Block. Donc, Performance Block est disponible depuis Internet, tout simplement. Donc, pour ceux qui veulent travailler à la maison, c'est une très bonne nouvelle. Pour ceux qui ne veulent pas, vous travaillez depuis le bureau, c'est très bien aussi. On a un nom d'utilisateur et un mot de passe et on va se connecter. Je m'arrête 2 secondes sur cette notion en fait, de mot de passe et de nom d'utilisateur. Ce n'est pas pour le simple plaisir de brider la plateforme, c'est qu'on va créer un périmètre d'utilisateur. Si je suis DG, si je suis cadre, si je suis DAF, si je suis chef de bloc, je n'aurai pas forcément le même accès à la plateforme. Un directeur, un cadre verra tout ce qui concerne le bloc opératoire. Un chirurgien n'aura qu'une vue centrée sur son activité et celle de sa spécialité, donc pour consulter la plateforme, mais également lorsqu'il va recevoir des rapports. On vous le montrera par la suite. Donc on va se connecter. Et donc en se connectant, on va arriver sur une page de tableau de bord qu'on investiguera par la suite. La première chose qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on intègre les données et comment est-ce qu'on va être capable de pouvoir rendre la donnée fiable. Je vais m'intéresser à un bloc principal. Pour l'exemple, je vais prendre le mois de mai 2019. Et donc, je vais créer un jeu de données que je vais appeler Webinar 2, par exemple. Il y a plusieurs façons d'intégrer les données. Soit depuis une connexion directe, c'est-à-dire que j'envoie un message à mes différentes sources logicielles, donc par exemple, logiciels de bloc. J'envoie un message pour faire une intégration continue. L'intégration continue, c'est je récupère les données au fil de l'eau, tous les soirs, toutes les semaines ou tous les mois, selon en fait, vos exigences et votre disponibilité. On a également la possibilité de récupérer un simple fichier Excel, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'établissements ne sont pas forcément très, très informatisés. Ou alors, on peut également récupérer un fichier Excel qui serait issu d'une extraction d'un logiciel de bloc. Je ne vous ai pas dit au début, mais vous avez la possibilité, depuis la plateforme, de poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Là, je ne vois pas forcément vos questions, mais j'ai des collaborateurs qui sont en lien avec nous, qui pourraient répondre aux éventuelles questions que vous auriez. Donc là, on va faire une connexion directe et on va récupérer un jeu de données. J'ai un cartouche qui apparaît, qui m'indique que je récupère 24 lignes. Ça correspond à 24 interventions. C'est la journée d'un bloc classique sur un CH de taille moyenne. Ça va me permettre d'arriver sur une page de contrôle des données. Cette page de contrôle des données aura pour objectif d'assainir les données sur lesquelles il va manquer des informations, sur lesquelles il y a une atypie. Une atypie n'est pas forcément une erreur. Une atypie est un point qui soulève question et qui mérite en fait que j'y apporte un regard attentif. Si je ne fais pas toutes ces étapes de correction de données, derrière, je suis certain d'avoir des indicateurs qui seront faux. Donc, on fera juste plaisir aux gens en produisant des chiffres, mais on n'aboutira pas à grand-chose. Et c'est ce qui se passe malheureusement pour 90% des établissements qui produisent de la donnée, mais qui n'est pas suffisamment fiable. Parce qu'on passe à côté de beaucoup d'erreurs ou parce qu'il n'y a pas la notion d'appairage qu'on va voir par la suite. Notre système expert va permettre d'identifier qu'il manque une heure de sortie et un opérateur. Quand je vais cliquer, ça va calculer que l'heure de sortie est 10h15 et que l'opérateur est le docteur Carlo Calmin. On va enregistrer la modification, l'erreur a été validée. Après, bien souvent, on rencontre sur un bloc opératoire des problèmes de saisie, parce qu'on s'est mélangé les crayons, on a confondu des colonnes, peu importe, et donc on a des soucis de chronologie. Donc là, on a une heure d'entrée à 10h21, incision à 41, fermeture 11h34, heure de sortie 11h16. Donc là, 11h34, l'heure de fermeture, ça ne correspond pas en fait à ce qui peut se passer sur un bloc opératoire, à moins qu'on fasse donc la fermeture dans le couloir, ce que je ne vous conseille pas. Donc là, l'heure de fermeture réelle, donc on la récupère soit par rapport à des calculs qu'on fait, soit par rapport à un échange qu'on aura avec un cadre de bloc, et on a réussi à identifier que l'heure était de 10h54. Et encore une fois, on enregistre la modification.
Et donc on arrive enfin sur la page, sur la partie des chevauchements. Donc là, on va essayer d'être un petit peu attentif parce qu'on va récupérer cette information par la suite qui sera relativement importante. J'ai en jaune les interventions qui se chevauchent. Donc j'ai une intervention qui finit à 16h04 quand une autre commence à 16h. Donc en théorie, ça signifierait que durant 4 minutes, j'ai 2 patients dans la même salle. Ça n'arrive pas. Donc 2 cas de figure, soit c'est une erreur de saisie, ici c'était 16h et ici 16h04, soit cela représente un travail de régulation. Le cadre a demandé au chirurgien de s'expatrier en fait sur une autre salle pour fluidifier le parcours, pour fluidifier en fait l'organisation au bloc opératoire. Donc là, on va dire que c'est ce qui s'est passé en fait pour ce cas précis. Donc on va récupérer l'intervention et la mettre dans la salle où a eu lieu l'intervention finalement. Donc là, on a bien appliqué la correction. Une fois qu'on a fait ça, on a fait un premier travail de qualification et de traitement de la donnée. Mais ce n'est pas un travail qui va être suffisant pour s'assurer de données qui vont être fiables. Donc on va devoir récupérer les plannings. Donc bien souvent, nos clients travaillent selon des semaines paires ou impaires. Donc là, pour la démonstration, c'est le cas également, paires ou impaires. Et puis dessus, on a uniquement besoin de faire les modifications sur les absences, sur les séminaires, ce genre de choses. Donc là, j'ai une vue synthétisée de mon planning. Une demi-vacation d'urgence en salle 1, 2 demi-vacations en salle 2, une complète en 3, réa en 4, une complète en 5 et une demi-vacation en salle 6. Et face à ça, on va donc associer les interventions aux bonnes vacations. C'est-à-dire que si je prends par exemple la salle 2, quand je regarde comme ça, je pourrais avoir l'impression que le docteur Escande, il n'a pas travaillé de 8h à 13h30, il n'a rien fait. Sauf que si, dans la vraie vie, il a bel et bien travaillé. Et de la même manière, quand je prends la vacation d'orthopédie, on a l'impression en fait qu'il y a un retard au démarrage qui est conséquent et c'est rien passé. Sauf que quand on va associer l'intervention, on va vite se rendre compte que c'est pas le cas. Je vais d'abord commencer avec le docteur Escande. Il y a plusieurs choses. Donc en fait, tout d'un coup, en fait, ça va assombrir donc les couleurs des interventions qui sont associées. On voit qu'il n'a pas travaillé en salle 2, mais qu'il a bel et bien travaillé, et plutôt de façon assez convenable, cette fois-ci en salle 4. Donc il a commencé à 7h du matin, il a fini à 13h25. Et puis là, en fait, on voit qu'il y a une intervention qui est ici, qui pose question. On voit qu'elle appartient au docteur Escande. Donc, je vais faire le choix, avec mon système expert, d'associer cette intervention, je me suis trompé, d'associer cette intervention, tic-tac-touc, au TVO du docteur Escande. Et donc, on voit bien que le docteur Escande aura finalement un taux d'occupation relativement honnête et qu'il aura fait un petit peu de débordement. De la même manière, il s'est passé quoi en ortho? Tout à l'heure, on avait l'intervention de 16h. On a vu qu'on l'avait délocalisée dans une autre salle. Quand je vais dessus, effectivement, elle est rattachée à la vacation d'orthopédie qui était en salle 3. Et de la même manière, l'intervention qui a eu lieu en salle 1 doit bel et bien être rattachée à la vacation d'orthopédie. Si on ne le fait pas, on va faire un calcul de taux d'occupation qui va être négligé et on aura l'impression que l'orthopédie a travaillé à hauteur de 60%, alors que mis bout à bout, on est quasiment en fait à 100% d'occupation de la vacation. Donc c'est très important de faire ça pour pouvoir justement exploiter derrière des indicateurs qui vont être fiables. Les indicateurs qu'on peut avoir depuis la plateforme, on a plusieurs familles. Alors s'il fallait synthétiser, faire simple, on va dire que si on veut avoir une notion volumétrique de l'activité au bloc opératoire, on va aller sur les case mix et durée moyenne. Si on s'interroge plutôt sur la qualité d'organisation de mon bloc opératoire, on ira sur l'occupation des salles, l'utilisation des vacations et les analyses croisées. Pour regarder de manière un peu plus médico-économique, on pourra produire des ICR ou des chiffres d'affaires médicaux, différentes choses de ce type-là. Comme annoncé, on a également un onglet benchmark pour comparer ma spécialité ORL avec tous les clients ORL dans la base de données, par exemple. Et enfin, on a un prévu versus réalisé, qui sera en fait une vue synthétisée journalière, où page après page, je pourrai voir ce qui s'est passé sur le bloc opératoire selon une vue planning. Donc on va commencer avec les tableaux de bord. Donc comme je vous le racontais, on va avoir des tableaux de bord qui vont être calibrés en fonction du profil de chacun, des problématiques du moment. Donc le cadre, le directeur va pouvoir construire ses propres tableaux de bord ou faire appel à nous, par exemple, pour qu'on lui construise ces tableaux de bord. Donc là, je me suis mis dans la posture d'un cadre de bloc qui cherche à piloter son bloc opératoire tous les mois, toutes les semaines, et donc tous les jours de façon la plus optimale possible. Et donc, j'ai une trame en fait que je vais dérouler pour vous expliquer un petit peu la logique. Dans un premier temps, on va regarder en fait la volumétrie de l'établissement par mois et par spécialité. Donc par mois à gauche et par spécialité à droite.
Donc à droite, on va voir, les plus grosses spécialités de l'établissement, mais aussi là où les interventions sont les plus longues. Si je prends l'ortho, par exemple, je vois que le volume d'intervention et le temps d'intervention sont à peu près équivalents, donc ce qui signifie qu'une heure d'intervention représente grosso modo, une intervention, enfin une intervention représente, approximativement 1 heure, on va y arriver. Alors qu'en rythmo, on voit qu'on a un faible taux, enfin un faible volume d'activité avec un fort temps d'intervention. Donc là, ça signifie que les interventions sont plus longues que dans les autres spécialités. Ensuite, on va regarder sur la deuxième ligne, le volume de temps d'intervention qui a eu lieu la nuit, le week-end et en permanence des soins. Donc là, on va chercher à savoir si on a une forte mobilisation des équipes de garde. Et donc, quand on regarde par SP, par exemple, en fait, on va voir, généralement des choses ressortir, plutôt en traumato ou gynéco sur la permanence de soins. Donc là, en fait, on voit l'ortho, par exemple, effectivement, où il y a un peu de permanence des soins. Voilà, sur le cas précis, c'est pas flagrant. Auprès de nos clients, on va pouvoir avoir des distinctions beaucoup plus marquées. On va ensuite chercher à étudier la programmation en volume et par mois pour, finalement mesurer les programmations tardives et en fait notre capacité à anticiper. Donc maintenant qu'on a vu les notions de volume en général, on va pouvoir se concentrer sur l'organisation et la performance du bloc. Donc, hop, on est là. Attendez, tac, ici. Donc, on va s'intéresser à l'adéquation des ressources et donc de l'activité. Et alors la question qui va se poser, c'est: est-ce que les ressources offertes vont permettre de réaliser l'activité? Donc pour ça, on va exclure ce qui s'est passé en permanence des soins. Donc dans notre cas, on voit qu'en décembre, on a 1 146 heures d'activité et on a eu 962 heures d'activité dans le cadre des vacations et en débordement hors de la vacation. Donc le bilan, c'est le tableau qui est en dessous. C'est qu'on a un taux d'activité ressources de 61 alors que là, la cible, qu'on a nous identifiée est d'atteindre 90. Et quand on va regarder par spécialité, on voit qu'il y a des spécialités qui sont en tension, comme, je ne sais pas, par exemple, on peut prendre l'obstétrique, qui est à 123 de taux d'activité ressources. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'activité que de ressources. Par contre, en ORL, on voit que c'est très faible, donc a priori, il y a un faible remplissage de la vacation. Donc une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir rentrer finalement sur la notion de taux d'occupation des vacations. Donc le taux d'occupation des vacations, lui, il va permettre de mettre en évidence la non-occupation des vacations. Et la cible, elle doit être entre 80 à 90. Donc là, on est sur des faibles taux, aux alentours de 52. Tout à l'heure, on a vu qu'en obstétrique, on avait un taux d'activité ressources de 123. Et là, finalement, on a un taux d'occupation des vacations qui n'est que de 70. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup d'activités qui a eu lieu hors de la vacation, mais qu'on n'a pas suffisamment utilisé les plages offertes. Et donc encore une fois, on va chercher à creuser encore un peu plus la question. On va rester sur obstétrique en se disant, ce delta qui va donc de 70 pour aller à 100 voilà, ils sont passés où ces 30 Donc il va apparaître finalement sur les temps non utilisés des vacations, donc là par spécialité, où on va voir qu'on a 19 de taux de vacation vide en obstétrique, 6 de fin précoce et enfin 4 de démarrage tardif. Donc 6 et 4 on n'est pas loin en fait des cibles à se fixer. On se rend compte par contre que 19, là il y a 19 de vacation vide, il y a un souci plus spécifique là-dessus. Donc on va devoir le travailler en priorité sur mon bloc opératoire. Donc quand je suis sur mes tableaux de bord, après je vais pouvoir rentrer dans les indicateurs très facilement. Si je prends le nombre d'interventions par spécialité par mois, par exemple, j'aurais simplement à cliquer sur accéder à l'indicateur et je vais pouvoir fourrer une question et manipuler finalement mes chiffres comme je l'entends. Donc là, on va prendre, imaginons le fonctionnement du drill down. On va vouloir regarder ce qui se passe par spécialité, puis par opérateur, puis par geste opératoire, par exemple. On va rafraîchir. Donc on voit très rapidement que on a un certain volume d'intervention et de temps d'intervention sur les spécialités. On a de l'ortho, 382 d'intervention. Et quand je vais cliquer dessus, on va voir le rang opérateur, puis le rang geste opératoire. Donc 382, qui c'est qui les a faites? Meurice, etc., selon cette répartition-là. Et Meurice a fait quel geste opératoire? On a très rapidement l'information qui apparaît également. Et ce qui est intéressant avec ce type de solution, c'est qu'on va pouvoir hiérarchiser l'information différemment et répondre à une question d'un autre type avec les mêmes infos. Donc là, on voit en ortho, toujours le même volume, normal, réparti selon quel geste, donc l'acromio pour commencer par exemple, et qui est-ce qui a fait les acromios? On voit que c'est Meurice, Gla, Baye, selon ce volume-là.
Ces informations-là, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir être en mesure de les diffuser, de les partager. Donc là, je vais créer dans un premier temps ce qu'on appelle un rapport à la volée. Donc je vais l'appeler webinar 2 par exemple. Je vais créer. Et donc je retourne sur mes indicateurs. On va reprendre en fait le classique qu'on a vu à l'instant. On imagine que cette information-là est stratégique, que le DG en a besoin, qu'un cadre a besoin de cette information, qu'un chirurgien me demande si ses vacations sont suffisamment remplies parce qu'il a le sentiment en fait de travailler voilà, comme un forcené. Bref, en 3 clics, on a l'information et on va pouvoir partager tout ça. On va enregistrer le tableau et enregistrer le graphique, ce qui me permet de générer ce qu'on appelle donc un rapport à la volée. Donc le rapport à la volée, il va apparaître ici, ça va être la synthèse quelque part entre Word et Excel. Donc cher directeur, comme vous pouvez le constater, tatati tatata. Et je fais un glisser-déposer avec mon tableau et mon graphique. On enregistre le rapport. On décide de l'envoyer à l'ensemble de mes collaborateurs ou uniquement à l'un d'entre eux. Je l'ajoute. Je peux rajouter derrière, si je souhaite, différents mails. Et je vais valider. Et donc là, ça va pousser instantanément un rapport. Donc là, je peux l'ouvrir si vous le souhaitez. Ça va générer un rapport de manière automatique. Donc on aura le nom de la personne qui l'aura créé, la date, et donc l'ensemble des documents. Donc ça, c'est pour la partie rapport à la volée, quand on doit répondre de façon réactive à l'un de nos collaborateurs. Mais on a également une fonctionnalité qui va permettre de générer des rapports automatisés tous les mois, toutes les semaines, selon le rythme qu'on aura défini ensemble. Et donc, on a prépackagé dans notre bibliothèque un ensemble de rapports. Donc là, pour l'exemple, on va avoir un rapport de conseil de bloc. Donc ça va reprendre plus ou moins la trame que j'ai utilisée pour mes tableaux de bord. Alors, voilà, ça arrive. Où on voit qu'effectivement, on a parlé dans un premier temps de l'activité, puis du mode d'hospitalisation, activité ressources, occupation des vacations, etc., etc. Donc, vous pouvez soit choisir l'ensemble des rapports prépackagés qu'on a, soit en construire vous-même, soit nous demander en fait de vous aider à les construire. Et après, il va suffire de publier le rapport. Et donc, quand je vais publier, et ben, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait un périmètre d'utilisateurs et de visibilité en fait de la part des personnes qui se connectent à Performance Block. Donc, c'est-à-dire qu'un rapport tel que celui-ci, le directeur aura accès à 100% des informations, mais par contre, un chirurgien, par exemple, l'information sera ciblée uniquement sur son activité et celle de sa spécialité, par exemple. Donc, ça nous permet d'obtenir ce type de rapport, où là, on voit qu'on a, donc, par exemple, l'intervention et non-intervention par mois. Là, on voit que c'est pour l'ensemble de l'établissement. Si on l'envoie à un chirurgien, lui ne verra que ce qui correspond, par exemple, à sa spécialité et son activité. Il ne verra pas ce que font les petits copains à côté. Et donc, ça vous permet de pouvoir préparer votre conseil de blog, de diffuser l'information très rapidement. On voit qu'on a encore une fois ici les temps improductifs, donc avec les temps interpatients, les temps de démarrage tardif, de fin précoce, toutes les informations nécessaires pour objectiver comme il faut le bloc opératoire. Voilà dans les grandes lignes ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui sur cet outil. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, si vous souhaitez en fait nous poser des questions sur la méthodologie ou sur en fait, quel type d'usage on peut avoir avec cette plateforme-là, mais je vous invite en fait à nous le poser si le besoin s'en fait sentir. Non, je vois que des questions par rapport au problème de connexion? C'est ça. Bah, on va rester connecté en fait, encore 2 petites minutes si jamais des questions se venaient.